Mes chers amis, bonsoir. Allongez-vous confortablement, servez-vous une coupe de vin ou un chocolat chaud, selon vos goûts. Et laissez-moi vous conter quelques épisodes des aventures les plus incroyables qu'un homme ait jamais vécues. Qui suis-je? Voyons, vous me connaissez sûrement déjà. Le baron de Munchausen pour vous servir. Voyageur intrépide, cavalier émérite, explorateur des cieux, des mers et même de la lune. Oh, je sais bien que certains esprits chagrins aiment mettre en doute mes exploits sous prétexte qu'ils défient toute logique. Mais que vaut la logique face à un bon récit? Car enfin, si je vous dis que j'ai traversé les nuages chaussés de bottes ailées, que j'ai sauté jusqu'à la lune en grimpant sur un haricot géant, ou que j'ai visité une cité sous-marine gouvernée par un roi aux écailles d'or, me croirez-vous? Vous hésitez? Ah, vous manquez d'imagination, mais laissez-moi vous raconter tout cela en détail, et vous verrez bien. D'ailleurs, parlons-en. Des nuages. Car ma première histoire commence justement par un vol pas tout à fait ordinaire. Laissez-moi donc vous raconter l'une de mes nombreuses aventures extraordinaires. Vous savez que j'ai toujours voyagé plus loin, sauté plus haut et couru plus vite que tout autre homme sur cette terre. Mais jamais encore je ne vous avais parlé du jour où je fis un voyage sans même poser le pied au sol. Oui, vous avez bien entendu. Un voyage dans les airs, non pas à dos d'oiseau ou en montgolfière, mais grâce à une simple paire de chaussures. Comment? Vous ne me croyez pas? Ah, que c'est triste de voir à quel point le monde manque d'imagination de nos jours. Mais asseyez-vous confortablement. Laissez votre esprit voguer. Et je vais vous prouver que cette histoire est aussi vraie que mon chapeau est rond. Tout commença par une belle matinée d'été, alors que je traversais une contrée fort lointaine. Je me trouvais dans un petit village où les habitants semblaient plongés dans une routine bien trop paisible à mon goût. J'avais parcouru des milliers de lieues à pied. Mes bottes s'étaient usées jusqu'à la semelle, et il était grand temps que je trouve une nouvelle paire de chaussures. C'est alors que je tombais sur un vieux cordonnier, un homme au regard malicieux et à la barbe aussi blanche qu'un nuage. Son échoppe était minuscule, à peine de quoi tenir debout, et l'odeur du cuir tanné emplissait l'air d'un parfum presque enivrant. « Monsieur, je cherche une paire de chaussures solides pour mes voyages. »« Ah, vous tombez bien, noble voyageur. J'ai ici une paire qui changera votre façon de marcher, ou plutôt de ne plus marcher du tout. » Intrigué, je regardais où il pointait du doigt. Sur l'étagère du fond, un étrange soulier trônait entre deux paires de bottes ordinaires. Elles étaient faites d'un cuir noir luisant, ornées de petites ailes cousues sur les côtés. « Ce sont des chaussures magiques, mon bon monsieur, » me dit-il avec un sourire en coin. « Allons, allons, ne me prenez pas pour un novice. Les souliers magiques, cela n'existe que dans les contes de nourrices. Essayez-les, et vous verrez. » Ah, je n'ai jamais été homme à refuser un défi. Sans plus attendre, j'enfilai les chaussures. Et aussitôt, un frisson me parcourut. À peine avais-je serré les lacets que je sentis mes pieds se détacher du sol. Mes jambes devinrent légères comme des plumes, et en une seconde, je fus projeté en l'air. « Oh, diable !» m'exclamai-je en battant les bras, tentant de retrouver mon équilibre. Je montais encore, dépassant le toit du cordonnier, puis le clocher du village. J'étais suspendu dans les airs comme un cerf-volant pris dans une bourrasque. Le vieil homme riait en bas, amusé par ma surprise. « Tout est dans la maîtrise, cher ami. Apprenez à diriger vos pas, et vous pourrez voyager sans jamais toucher terre. » Bien entendu, moi, baron de Munchausen, je ne suis pas du genre à me laisser impressionner. Très vite,
je compris comment utiliser ces merveilles. Un léger mouvement du pied vers l'avant, et je fus propulsé comme une flèche. Un coup du talon en arrière, et je m'arrêtai net. Une course avec le vent. En quelques minutes, je volais librement dans le ciel. J'effleurais les cimes des arbres, saluais les nuages, et jouais même à effrayer quelques oiseaux qui ne savaient plus où donner de la tête. « C'est bien plus rapide que n'importe quel cheval, » me dis-je en riant. Voyant une route en contrebas, je m'amusais à dépasser une diligence au galop. Le cocher, médusé, crut voir un fantôme et fit un écart si brusque que les chevaux faillirent s'effondrer. « Ne craignez rien, brave homme, c'est simplement moi, le baron de Munchausen, » lançai-je en riant. Mais une fois que l'on goûte à la vitesse, il est difficile de s'arrêter. Je continuai mon vol au-dessus des campagnes, traversant rivières et collines en quelques bonds prodigieux. Tout allait bien, jusqu'à ce que je réalise un léger détail. Voler, c'est merveilleux, mais comment s'arrêter définitivement? Car voyez-vous, ces chaussures semblaient dotées d'un appétit insatiable pour la vitesse. Chaque pas que je faisais dans les airs me propulsait plus loin encore. Et bientôt, au lieu de survoler les plaines, je me retrouvais au-dessus d'un immense océan. « Voyons, voyons, il faut réfléchir, » me dis-je, tentant de garder mon calme. Mais le vent me poussait toujours plus loin. Et voilà qu'au loin, j'apercevais une île mystérieuse, avec des montagnes aux formes étranges et une végétation luxuriante. Il fallait que je trouve une solution. Je tentai de faire demi-tour, mais une rafale de vent contraire m'envoya valser. C'est alors que je vis une immense dune de sable en contrebas. « Eh bien, tant pis, » me dis-je en me préparant à l'atterrissage. Je pliai les genoux, retins mon souffle et, bam, je plongeai droit dans le sable, la tête la première. Pendant un instant, je crus que j'avais disparu dans les profondeurs de la terre, mais heureusement, ma tête finit par émerger et je me retrouvai à moitié enseveli, riant de cette chute invraisemblable. D'un geste, j'ôtai mes chaussures et elles cessèrent aussitôt leur folie aérienne. Il était temps de rentrer. J'embarquai sur un navire de passage et laissai les chaussures en sécurité dans mon sac, bien décidé à ne plus les utiliser sans un plan bien réfléchi. De retour sur le continent, je revis le cordonnier et lui rendis son invention. « C'est une merveille, mais peut-être un peu trop rapide à mon goût, » lui dis-je. Il rit doucement et me tapota l'épaule. « Voyez-vous, baron, les meilleures aventures sont celles que l'on ne maîtrise pas entièrement. » Ah, mes amis, cette histoire est-elle vraie? Certains diront que j'exagère, mais moi, je vous l'affirme avec toute la sincérité du monde. Jamais je n'ai possédé de chaussures plus légères et plus rapides. Si un jour vous tombez sur un cordonnier un peu étrange et qu'il vous propose une paire de souliers un peu trop brillants pour être normaux, méfiez-vous. Ou alors, enfilez-les et préparez-vous pour une aventure que vous ne serez pas prêt d'oublier. Je pensais alors avoir connu les sommets du monde, avoir atteint des hauteurs qu'aucun homme n'avait foulées. Mais c'était sans compter une autre ambition qui trottait depuis longtemps dans mon esprit. Car voyez-vous, si l'on peut voler sur terre, pourquoi ne pourrait-on pas s'envoler plus loin encore? Et qu'y a-t-il de plus haut, de plus mystérieux, de plus tentant que la lune elle-même? Mes chers amis, il y a bien des choses que vous croyez impossibles et qui pourtant sont arrivées sous mes yeux. Vous pensez peut-être que l'homme ne peut atteindre la lune sans une fusée, sans machine complexe et calcul savant? Bah, quelle idée! Moi, le baron de Munchausen, j'ai foulé le sol lunaire bien avant que vos scientifiques ne s'en soucient, et je vais vous raconter comment j'y suis parvenu.
tout commença par une belle nuit d'été. J'étais tranquillement installé dans mon jardin, une coupe de vin à la main, observant le ciel d'un œil rêveur. La lune brillait de tout son éclat, suspendue dans l'immensité comme un joyau accroché au manteau de la nuit. Quel dommage qu'aucun homme ne puisse la visiter, me dis-je à moi-même. Et puis, une idée me traversa l'esprit. Après tout, n'avais-je pas déjà volé avec des chaussures ailées et échappé à 1000 périls grâce à mon astuce? Pourquoi la lune serait-elle hors de ma portée? Je réfléchis à plusieurs solutions. Construire une échelle gigantesque? Trop fragile. Attacher des oies sauvages à un fauteuil? Trop capricieux. Mais soudain, je me rappelai une chose. J'avais dans mon verger un plant de haricots tout à fait extraordinaire. Il poussait si vite qu'on disait qu'en une nuit, il pouvait atteindre les nuages. Sans plus attendre, je pris ma hache, creusai un trou et y plantai un haricot que j'arrosai d'un mélange secret dont je tairai la recette. Il ne faudrait pas que d'autres essaient de me surpasser. À peine quelques minutes plus tard, la plante se mit à croître à une vitesse stupéfiante. En 1 heure, elle dépassait les toits de mon manoir. En 2 heures, elle perçait les nuages. Et avant même que le coq ne chante, elle s'élevait déjà dans l'espace infini. « Voilà ma route vers la lune », m'exclamai-je, ravi. Sans hésiter, j'empoignai la tige et me mis à grimper. La montée fut douce et agréable, malgré le vent qui soufflait de plus en plus fort à mesure que je gagnais en altitude. En bas, la terre devenait minuscule, tandis qu'au-dessus de moi, la lune grandissait à vue d'œil. Après plusieurs heures d'effort, j'atteignis enfin le bout du haricot. Il s'arrêtait juste à la surface de la lune, comme s'il savait exactement où me mener. Je sautai d'un bond léger et atterris sans bruit sur un sol étrange, d'un blanc argenté, plus doux que du sable mais plus ferme que de la neige. Parbleu, c'est un endroit magnifique. Autour de moi, un paysage lunaire s'étendait à perte de vue, éclairé par une lueur mystérieuse. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir que la lune n'était pas inhabitée. Ah, mes amis, que d'étonnement ce jour-là, car à peine avais-je fait quelques pas que je vis s'approcher un groupe d'êtres étranges. Ils étaient grands et minces, avec de longs membres fins et une peau pâle qui semblait briller sous la lumière lunaire. Leur particularité la plus frappante, ils n'avaient pas de tête, ou du moins leur visage était situé sur leur ventre. Je dois avouer que cela me surprit un instant. Mais n'étant pas homme à me laisser décontenancer, je retirai mon chapeau et les saluai bien poliment. « Baron de Munchausen, enchanté », déclarai-je d'un ton jovial. Les lunaires me répondirent dans une langue que je ne comprenais pas, mais par un prodige que seuls les voyageurs intrépides connaissent, je finis par comprendre leur manière de communiquer. Ils m'expliquèrent qu'ils vivaient ici depuis la nuit des temps et que jamais encore un terrien n'avait mis le pied sur leur sol. J'étais donc, une fois de plus, un pionnier de l'humanité. Mes hôtes lunaires m'invitèrent à découvrir leur monde. Je fus étonné de voir qu'ici, tout flottait légèrement, comme si la gravité n'avait pas son mot à dire. Un simple saut me permettait de bondir à des hauteurs incroyables. Je goûtais à leurs plats étranges, composés uniquement de lumière solidifiée. Un mets aussi délicat qu'étonnant, qui fondait dans la bouche en libérant des parfums inouïs. Je visitai leurs habitations, faites d'une substance translucide qui leur permettait d'absorber la clarté lunaire pour briller dans l'obscurité. Ils me montrèrent même leurs moyens de transport, d'énormes bulles d'air flottantes, dans lesquelles ils se déplaçaient avec une grâce infinie. Ah,
Si seulement nos chevaux pouvaient voler ainsi, soupirai-je. Hélas, comme toute aventure, celle-ci devait bien avoir une fin. Après quelques jours passés en leur compagnie, il était temps pour moi de rentrer sur terre. Mais comment? Le haricot ne semblait pas aussi solide pour la descente, et les lunaires n'avaient pas de vaisseau capable de me ramener. C'est alors que je me souvins d'un détail important. La Lune, mes amis, a une attraction bien moindre que notre Terre. Ainsi, avec un élan suffisant, il me serait possible de sauter jusqu'à notre planète. Les lunaires trouvèrent l'idée folle, mais je leur assurai que je maîtrisais parfaitement ce genre d'exploit. Vous verrez, j'ai déjà chevauché des chaussures volantes. Ceci ne sera qu'un jeu d'enfant. Je pris donc une profonde inspiration, fléchis les jambes et d'un bond phénoménal, je quittai la surface lunaire. Je traversai l'espace comme une étoile filante, le vent siffla à mes oreilles et en un rien de temps, j'aperçus ma chère terre qui grossissait devant moi. Je me dirigeais avec précision vers un lac que je connaissais bien et, plouf, j'atterris en douceur dans l'eau fraîche. De retour chez moi, je racontai mon voyage, mais bien entendu, peu me crurent. Voyager jusqu'à la Lune en grimpant sur un haricot? Allons, baron, vous nous faites marcher, me dirent certains. Eh bien, libre à eux de douter. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et si un jour vous observez la Lune et que vous apercevez une étrange lueur qui scintille différemment des autres, peut-être est-ce l'un de mes amis lunaires qui vous salue. Cette aventure avait de quoi me faire passer pour un homme au sommet de son art, un maître des hauteurs. Mais le destin, toujours joueur, semblait décidé à me faire visiter toutes les manières possibles de voler. Si j'étais monté jusqu'à la Lune par mes propres moyens, mon prochain vol allait être d'une toute autre nature. Car voyez-vous, mes amis, il y a 1000 façons de prendre son envol. Certains construisent des machines, d'autres s'attachent à des ballons, mais moi je préfère la méthode directe, rapide et efficace. Et quoi de plus rapide qu'un boulet de canon en pleine bataille? Vous riez? Vous doutez encore? Alors laissez-moi vous raconter comment. Un jour, je me suis retrouvé à chevaucher un projectile lancé à pleine vitesse au cœur du combat. Tout commença lors d'une grande guerre à laquelle j'avais été convié. Oh, ne me demandez pas laquelle, il y en a tant que je perds parfois le fil. Toujours est-il que je me trouvais dans un camp militaire, en pleine effervescence. Les canons tonnaient, les soldats couraient en tous sens, et les officiers gesticulaient avec l'air grave de ceux qui ont un plan, ou qui tentent d'en improviser un. Voyant cela, je me frottais les mains avec enthousiasme. Voilà une belle occasion d'observer la bataille de plus près. Et comme toujours, je pris la décision la plus logique, monter sur un promontoire afin d'avoir une vue imprenable sur le champ de guerre. Une idée brillante ou insensée. C'est alors que je vis, juste devant moi, un immense canon prêt à faire feu. Son artilleur, un homme trapu et moustachu, venait tout juste d'allumer la mèche. Une idée me traversa l'esprit. Si je montais sur ce boulet, je pourrais survoler la bataille et observer chaque mouvement stratégique d'un seul coup d'œil. Sans hésiter, je bondis sur la bouche du canon et m'agrippai au boulet au moment précis où l'explosion se produisit. Boum! Et me voilà propulsé à une vitesse phénoménale. Ah, mes amis, quelle sensation exquise! Le vent sifflait à mes oreilles, ma cape flottait derrière moi, et sous mes pieds, le monde défilait à une vitesse prodigieuse. Je vis les bataillons s'agiter comme de petites fourmis, les chevaux galoper en tous sens, et les généraux s'étonner en me voyant passer au-dessus de leur tête. « Mon Dieu, regardez là-haut !» s'écrièrent certains.
D'autres, plus superstitieux, crurent apercevoir un présage divin. Mais moi, bien installé sur mon boulet, je réfléchissais déjà à la manière dont j'allais redescendre sans encombre. Car voyez-vous, il y avait un léger détail auquel je n'avais pas songé. Un boulet de canon, une fois lancé, ne s'arrête pas sur commande. Je réalisais alors que j'allais bien au-delà du champ de bataille. Voilà qui risque de compliquer mon retour, murmurai-je en ajustant mon chapeau pour ne pas qu'il s'envole. Mais heureusement, comme vous le savez, j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac. Alors que je filais dans les airs, j'aperçus en contrebas un autre canon qui venait d'être tiré, envoyant un second boulet tout aussi rapide que le premier. Voilà mon salut, pensai-je aussitôt. Je pris mon élan, pliai les genoux, et au moment précis où l'autre boulet me croisa, je sautai dessus avec une précision parfaite. Me voilà désormais sur un nouveau projectile, changeant de direction, filant droit vers mon camp. Les soldats en bas, bouche bée, n'en croyaient pas leurs yeux. Mais il me fallait encore gérer mon atterrissage. Voyant une botte de foin bien placée près de la tente du général, j'ajustai mon mouvement, pris une grande inspiration et bondis juste au bon moment. Plouf! Je tombai en douceur dans le foin, me relevai sans une égratignure et époussetai mon habit avec fierté. Tous les soldats s'étaient rassemblés autour de moi, muets d'admiration. Le général s'approcha, les yeux écarquillés. « Baron, est-ce bien vous ?» Je lui adressai un sourire modeste. « Moi-même, mon cher général. Je voulais simplement m'assurer du bon déroulement de la bataille depuis les hauteurs. » Un silence stupéfait s'ensuivit. Puis, d'un seul élan, toute l'armée éclata en acclamations. Depuis ce jour, je suis persuadé que plus aucun moyen de transport ne peut m'impressionner. Car enfin, qui peut se vanter d'avoir traversé un champ de bataille sur un boulet de canon et d'être revenu en un seul morceau? Certains diront que c'est impossible. D'autres affirmeront que je suis un maître dans l'art d'exagérer. Mais moi, je vous le dis avec tout le sérieux du monde. Ce fut l'une des plus belles chevauchées de ma vie. Toutefois, après un tel exploit, il me fallait un peu de calme, une pause bien méritée, ou du moins, c'est ce que je croyais. Car voyez-vous, j'avais à peine eu le temps de profiter du triomphe de mon retour que l'on me proposa une nouvelle expédition. Cette fois, c'est l'immensité de l'océan qui s'ouvrait à moi. J'embarquai donc sur un fier navire, pensant que quelques semaines en mer me permettraient de souffler un peu. Mais c'était sans compter sur ma chance légendaire. Car si j'avais dompté les cieux et les champs de bataille, il me restait encore à explorer un autre royaume, tout aussi fascinant et redoutable, les profondeurs insondables de l'océan. Car oui, mes amis, j'ai voyagé sous la mer, découvert des merveilles que seuls les poissons connaissent et côtoyé des créatures que les marins ne font qu'imaginer dans leurs pires cauchemars. Tout commença lors d'un voyage en mer. Je me trouvais à bord d'un navire solide et rapide, voguant paisiblement sur les eaux d'un bleu profond. Nous naviguions sans encombre, et le capitaine, un homme robuste à la barbe hirsute, m'avait invité à sa table pour partager un excellent repas. Mais, comme vous le savez, le destin aime parfois pimenter mes aventures. Alors que nous trinquions à la gloire des explorateurs, une tempête soudaine s'abattit sur nous. Le vent hurla, les vagues se dressèrent comme des montagnes liquides, et le navire, malgré toute sa robustesse, fut secoué comme une simple coquille de noix. Le capitaine me regarda, l'air inquiet. « Baron, cette tempête est plus féroce que je ne l'aurais cru. » Je lui répondis avec mon assurance habituelle. « Bah, ce n'est rien à côté de ce que j'ai déjà affronté. »
Mais à peine avais-je prononcé ces mots qu'une vague gigantesque s'éleva au-dessus du navire et, dans un fracas assourdissant, m'arracha du pont pour m'emporter dans l'abîme. Je fus projeté dans l'eau avec une telle force que je plongeai comme une flèche vers les profondeurs marines. À ma grande surprise, je découvris que l'eau, au lieu de m'écraser, me portait doucement, comme si l'océan lui-même voulait m'accueillir dans son royaume secret. Je descendais lentement, observant avec fascination les merveilles sous-marines qui s'offraient à moi. Des bancs de poissons scintillants passaient en tourbillon autour de moi, des méduses lumineuses flottaient comme des lanternes, et des forêts d'algues ondulaient au gré des courants. Mais ce qui me stupéfia le plus, ce fut la découverte d'une ville entière sous les eaux. Devant moi s'étendait une cité majestueuse, avec de hautes tours de corail, des rues pavées de coquillages nacrés et des palais sculptés dans la pierre marine. « Par Neptune !» m'exclamai-je. « Voilà un spectacle que peu d'hommes ont eu la chance d'admirer. » C'est alors que je vis s'approcher un étrange cortège. Une procession de créatures marines avançait dans ma direction. Au centre, un être imposant trônait sur un char tiré par 2 hippocampes gigantesques. Il portait une couronne faite de perles et tenait un trident d'or scintillant. Il m'adressa la parole dans une langue faite de bulles et de courants d'eau, mais par un don que seuls les grands voyageurs possèdent, je compris immédiatement ce qu'il me disait. « Bienvenue, étranger, au royaume de l'océan. » Je m'inclinai respectueusement. « Sire, je suis le baron de Munchausen, humble explorateur du monde terrestre. Il semble que le destin m'ait mené jusqu'à votre noble empire. » Le roi de la mer me fit un signe de la main et des serviteurs poissons s'empressèrent de me conduire dans un palais somptueux où un festin m'attendait. Ah, mes amis, quel repas! Des plats que l'on ne trouve nulle part ailleurs me furent servis, des huîtres géantes remplies de perles comestibles, des algues au goût de fruits et des vins marins distillés à partir d'eau de mer et de lumière des abysses. « Goûtez donc ce caviar d'étoiles de mer, baron, » me dit le roi. Je pris une bouchée et fus immédiatement envahi par un délicieux frisson. Merveilleux! Jamais je n'ai goûté quelque chose d'aussi raffiné. Le roi rit de bon cœur et leva son trident en signe de toast. Puisque vous appréciez notre hospitalité, restez donc parmi nous et devenez le premier ambassadeur du monde terrestre dans notre royaume. L'idée était tentante, mais comme vous le savez, j'ai toujours été un homme d'aventure. Je ne pouvais me résoudre à rester au fond de l'océan pour toujours. Je réfléchis alors à un moyen de remonter à la surface. Le problème était évident. Ici, tout était plus léger, plus fluide. L'eau m'empêchait de nager normalement, et je ne pouvais simplement pas grimper comme on monte une montagne. C'est alors que je vis une créature fascinante, un gigantesque poisson-ballon flottant paisiblement non loin de là. « Voilà mon salut », pensai-je. M'approchant discrètement, je saisis un morceau de corail tranchant et piquai légèrement la créature. Aussitôt, elle se gonfla comme un ballon prêt à éclater. Je m'accrochai fermement à son dos et en quelques instants, elle s'éleva à une vitesse fulgurante, remontant vers la surface comme une bulle de champagne. En un éclair, je fus projeté hors de l'eau et retombai exactement sur le pont de mon navire, sous les regards stupéfaits de l'équipage. Le capitaine, les yeux ronds comme des soucoupes, me scruta avec incrédulité. « Baron, où étiez-vous donc passé? Nous vous avons cru perdu en mer. » Je lissai ma moustache et répondis avec mon flegme habituel. « Oh, rien de bien extraordinaire, mon cher capitaine. J'ai simplement été invité à dîner chez le roi des océans. Charmant personnage, au demeurant. »
Un silence s'ensuivit, puis les marins éclatèrent de rire, persuadés que je plaisantais. Mais moi, je savais la vérité. Après une telle immersion dans les eaux profondes, je me dis qu'un peu de terre ferme me ferait le plus grand bien. Hélas, le destin semblait déterminé à me faire affronter tous les éléments de la nature, l'un après l'autre. Car si l'océan m'avait englouti dans ses mystères, mon prochain voyage allait me confronter à un adversaire tout aussi redoutable, le froid. Mes chers amis, vous savez bien que j'ai affronté des tempêtes redoutables, chevauché des boulets de canon et exploré les profondeurs marines. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'un de mes plus grands défis n'a pas été une bataille, ni une créature fantastique, mais une simple paire de bottes. Riez si vous voulez, mais attendez d'entendre cette histoire avant de juger. L'histoire se déroule lors d'un de mes voyages dans le Grand Nord, là où le froid mord les os et où le vent hurle comme un loup affamé. Je faisais halte dans une petite auberge au bord d'un lac gelé, profitant d'un bon feu et d'un vin chaud, lorsque le patron, un homme robuste à la barbe givrée, me mit en garde. « Monsieur le baron, prenez garde à ne pas laisser vos bottes dehors cette nuit. Le gel est si intense qu'il fige tout ce qu'il touche. » Je haussai les épaules avec mon assurance habituelle. « Allons, allons, ce ne sont pas quelques degrés de froid qui vont me faire peur. » Et par habitude, je laissai mes bottes devant la porte avant d'aller me coucher. Ah, mes amis, si seulement j'avais su ce qui allait arriver. Au matin, bien reposé et prêt à reprendre la route, je sortis de l'auberge, sifflotant joyeusement. Mais lorsque j'abaissai les yeux vers mes bottes, stupeur, elles étaient littéralement figées dans la glace. Non pas simplement couvertes de givre, non. Elles avaient fusionné avec le sol, prises dans une épaisse couche de glace aussi dure que du granit. Je tirai dessus avec toute ma force, rien à faire. Je tentai de les dégager avec un bâton, pas le moindre frémissement. Bigre, voilà une situation bien embarrassante, murmurai-je. Les habitants du village, intrigués par mon agitation, commencèrent à se rassembler autour de moi. « Eh bien, monsieur le baron, on dirait que vos bottes ne veulent plus vous quitter, » lança l'aubergiste en riant. « Je ne suis pas homme à me laisser vaincre par un problème, aussi absurde soit-il. Il fallait trouver une solution. » Je pris un seau d'eau chaude et le versai sur la glace. Mais hélas, il faisait si froid que l'eau gela instantanément, ajoutant une couche supplémentaire de glace sur mes bottes. Merveilleux! Voilà qui empire la situation. Un bûcheron du village, impressionné par mon malheur, proposa d'utiliser une hache pour briser la glace. Clang! Il frappa d'un grand coup et cassa le manche de sa hache. « C'est une glace maudite !» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Un vieux sage du village suggéra une idée plus subtile. « Baron, la nature doit combattre la nature. Utilisez du sel et la glace cédera. » On apporta un sac de sel que je répandis soigneusement autour de mes bottes. Et, mes amis, savez-vous ce qui arriva? Le sel fit fondre la glace, certes, mais pas là où il le fallait. Au lieu de libérer mes bottes, la glace sous elles devint si fine qu'elle craqua soudainement et, plouf, je me retrouvai enfoncé jusqu'aux chevilles dans une eau glaciale. L'attroupement riait de bon cœur, et moi, grelottant dans mes bottes toujours coincées, je réfléchissais à une ultime solution. C'est alors que je vis, au loin, une charrette transportant une immense charge de foin. Et une idée lumineuse me traversa l'esprit. « Mes amis, chargez-moi sur cette charrette et faites-moi rouler sous le soleil. » Les villageois, amusés mais intrigués, acceptèrent. Ils attachèrent une corde autour de moi et avec un effort commun,
m'arrachèrent du trou gelé, avec mes bottes toujours aux pieds, et me placèrent sur la charrette de foin. Nous partîmes ainsi en direction d'une vallée ensoleillée. Ah, mes amis, ce fut une sensation délicieuse. Peu à peu, la chaleur du soleil fit son œuvre. Au bout d'une heure, je sentis un frémissement sous mes pieds. Une fissure apparut dans la glace qui emprisonnait mes bottes. Puis un craquement sonore retentit, et enfin, avec un grand splatch, la glace céda d'un coup et mes bottes furent enfin libres. Triomphant, je bondis sur mes pieds et m'inclinai devant la foule rieuse. Mes amis, retenez bien ceci. Si vous voulez vous débarrasser de la glace, inutile de lutter. Il suffit de trouver un bon soleil et d'attendre patiemment. Depuis ce jour, je n'ai jamais laissé mes bottes dehors en hiver. Et si vous êtes un voyageur intrépide comme moi, je vous conseille d'en faire autant. Ainsi, mes chers amis, vous voyez bien que la vie d'un homme comme moi n'est jamais banale. J'ai volé, nagé, chuté, sauté, combattu et survécu à toutes les épreuves que le monde, et même la lune, pouvaient me proposer. Mais croyez-moi, ce ne sont là que quelques épisodes parmi tant d'autres. D'ici là, retenez ceci. Le monde est plein de merveilles pour ceux qui osent les voir. Et si l'on me traite parfois d'affabulateur, moi je préfère me considérer comme un simple amateur d'histoire, plus vrai que nature. Peut-être qu'un jour, si vous me retrouvez au coin du feu, un verre à la main et l'oreille attentive, je vous conterai encore d'autres exploits, plus incroyables les uns que les autres. Mais pour l'instant, il est temps de laisser ces récits vous bercer et de vous abandonner aux rêves, là où l'impossible devient réalité. Bonne nuit, mes amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures.